Cet épisode de Pause Report vous est présenté par le défi Azimut Lorient Agglomération. Si vous êtes à Lorient cette semaine, n'hésitez pas à passer par la base où vous pourrez admirer les 20 monocoques de 18 mètres participant à la 14e édition de cet événement devenu un rendez-vous incontournable annuel de la classe IMOCA. Le défi Azimut, c'est une journée de run de vitesse mercredi, une course de 48 heures en solitaire dont le départ sera donné jeudi, des conférences à la Cité de la Voile Éric Tabarly, des animations à terre pour finir par le traditionnel tour de l'île de Groix dimanche. Pour toutes les informations sur cette 14e édition, rendez-vous à la base et sur le site défi-azimut.net. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 179e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 9 septembre, il est 16h50 et c'est la veille du coup d'envoi de l'édition 2024 du défi Azimut Lorient Agglomération qui va nous occuper au cours de cet épisode. Pour en parler, nous recevons le président de la classe SIMOCA, Antoine Mermot, qui est à Paris avant de rejoindre Lorient demain. Salut Antoine. Hey, bonjour. Notre deuxième invité participera quant à lui sur l'eau à cette 13e édition du défi Azimut Lorient Agglomération. Il s'agit du skipper de Holcim PRB, Nicolas Lunven, qui est du côté de Port-la-Forêt. Salut Nico. Salut. Eh bien, messieurs, avant d'échanger avec vous, comme d'habitude, je vais faire une rapide présentation de ce défi Azimut Lorient Agglomération 2024 qui fait partie du calendrier des IMOCA Globe Series. Partant du principe qu'on ne change pas une formule qui gagne, le format reste identique cette année avec un défi en 3 parties, à savoir les runs de vitesse prévus mercredi, une course de 48 heures en solitaire avant des globes oblige dans 2 mois avant le traditionnel tour de l'île de Groix en équipage prévu dimanche. Le tout agrémenté de conférences et tables rondes organisées mardi et vendredi à la Cité de la Voile Éric Tabarly. Le plateau réunit cette année 21 IMOCA, parmi lesquels quelques têtes d'affiche qui assurément viseront le podium sur le prochain Vendée Globe, mais aussi sur ce défi Azimut. Et je veux parler dans le désordre de Charlie Dalin, Jérémy Bayou, Johan Richomme, Thomas Ruyant, Sam Davis, Sam Goodchild, Boris Herman et s'il est d'accord avec moi, Nicolas Lunven. Voilà donc pour cette courte présentation. Messieurs, on va donc parler de ce défi Azimut qui fête sa 13e édition. Nico, toi, tu vas donc y participer à la barre d'Holcim PRB. Quel est un peu ton regard sur cette épreuve qui a bien grandi depuis sa toute première en 2011, qui avait accueilli 5 IMOCA, si je me souviens bien? Mon regard sur cette épreuve, il est extrêmement positif, il est super. Je pense que c'est une formule qui marche bien, qui plaît. Alors c'est vrai que c'était parti d'une idée finalement de faire entre guillemets une petite épreuve qui est pas si petite que ça, parce que même si on va pas bien loin et que ça dure pas très longtemps, elle a trouvé sa place dans le calendrier des IMOCA. Et puis elle a trouvé surtout son importance, j'ai envie de dire, puisque là on va se trouver cette semaine une bonne moitié des participants au prochain Vendée Globe. Nous, pour notre part, avec Holcim et PRB, au-delà des aspects sportifs, évidemment, ça va évidemment nous permettre de nous confronter à la concurrence, de faire une navigation au large de 48 heures, qui permet comme je le disais, de se confronter, mais qui permet aussi de valider les derniers choix techniques, des dernières petites bricoles, bidouilles avant le départ du Vendée Globe. Mais ça permet aussi d'accueillir des invités à bord. On a nos sponsors qui sont là. Ça permet aussi de rencontrer les journalistes. Donc voilà, tout ça mis dans la cocotte, j'ai envie de dire, ça en fait une belle épreuve et une belle et importante épreuve.
Antoine, raconte-nous un petit peu comment l'IMOCA a accueilli, a accompagné plutôt la croissance de cet événement, hein, qui est donc né en 2011 et qui a bien grandi en 12 éditions, puisqu'on fête la 13e. Bah effectivement, hein, c'est un événement qui est hyper important dans notre calendrier pour toutes les raisons qu'on décrit Nico. Et bah nous en fait, bah effectivement au départ c'était surtout basé sur une régate qui faisait que 24 heures, donc c'était un petit peu court, c'est-à-dire que ça passait un peu vite et ça permettait pas vraiment de pouvoir pousser sportivement réellement les skippers dans leur retranchement puisque c'était finalement une grande nuit blanche. Donc le principal point qu'on a apporté, je crois que c'est en 2019, ça a été d'augmenter d'une journée le défi pour faire un vrai 48 heures. Et du coup, sportivement parlant, ben les bateaux partent le jeudi après-midi pour arriver samedi dans la journée. Donc on a vraiment une course qui a le temps de partir, de s'installer et d'arriver. D'une part pour raconter mieux cette histoire et d'autre part pour que sportivement les skippers puissent entre guillemets prendre des marques un petit peu plus offshore que sur une course plus courte. On a vraiment l'impression qu'il y a aussi à tout le temps un parfum un peu de rentrée des classes sur cette épreuve, avec toutes les équipes, tous les marins, tous les sponsors qui se retrouvent. C'est un peu ton sentiment, Antoine? Bah, effectivement, hein, c'est un peu une rentrée des classes de par sa date, mais aussi par l'objectif que ça représente, puisque sportivement et techniquement, c'est le moment où on doit être prêt pour la grande course d'automne. Donc c'est un objectif déjà pour les équipes, hein, qui est vraiment une ligne importante qui est posée dès l'organisation de la saison, dès le début de l'année. Et puis c'est évidemment l'occasion de faire le point avec qui en est où, de partager donc avec les journalistes, avec les différents partenaires, de proposer aussi le programme pour l'avenir un petit peu, donc les travaux qui ont été faits dans les 6 derniers mois. Donc finalement, c'est entre guillemets un petit peu notre entrée des classes ou notre salon nautique à nous. Nico, tu vas nous raconter un petit peu dans le détail ce qui a été entrepris cet hiver sur ton IMOCA Holcim PRB. On va peut-être d'abord revenir sur ton printemps qui était assez animé avec une transat aller-retour en solitaire, The Transat CIC, puis la New York Vendée, qui ne se sont pas forcément passés comme tu l'imaginais, avec comme à l'aller comme au retour une casse de ton bout dehors. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce qui t'est arrivé sur cette double transat et les enseignements un peu que tu en as tirés? Ouais, bah écoute, comme tu le disais, c'est vrai que le point noir de ces deux transats-là, c'est que sur les deux courses, j'ai cassé le boudeur du bateau. Donc en fait, sur l'aller, le boudeur, il a cassé vraiment bêtement, même pas en charge. En fait, c'est une nuit où les conditions étaient un petit peu engagées et j'ai une galette d'emmagasineur qui s'est détachée de sa pièce de stockage et qui est venue taper sans doute une bonne partie de la nuit sur le tube du boudeur. Donc elle a fini par défoncer le tube du boudeur qui n'était plus utilisable. L'équipe l'a réparé arrivé à New York, parce que du coup j'ai quand même terminé la course, donc amputé de mon boudeur, donc forcément je bataillais plus avec les bonnes armes, donc c'était un peu compliqué, mais bon j'ai quand même fini par arriver à New York. Et le boudeur a été réparé, mais bon malheureusement les conditions de réparation sur place là-bas étaient pas idéales parce que l'équipe technique a pas pu envoyer tous les produits à cause des démarches en douane et du coup du temps imparti qu'il y avait, donc ils n'ont pas pu envoyer là-bas tous les produits qu'ils souhaitaient, donc ils ont été obligés de s'approvisionner sur place, mais c'était pas tout à fait les mêmes résines, etc. Donc c'était pas idéal. Et puis après les conditions de réalisation nous ont pas aidé non plus avec la météo qui était un petit peu humide et ventée sur la période où le boudeur a été réparé à New York. Un temps un peu breton et fait un peu trop frais aussi. Donc on pense que ça a cassé sur la course retour parce que justement la réparation n'a pas été faite dans les règles de l'art, si je peux dire, dans les meilleures conditions et qu'il devait encore y avoir une petite fragilité. Donc ça a tenu le début de course, mais malheureusement ça a fini par recasser au bout du troisième ou quatrième jour, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est le point noir et puis en plus c'est rageant là deux fois pour la même raison. Par contre, il y a quand même du positif dans tout ça, c'est que j'ai quand même pu boucler les deux courses, alors à chaque fois un petit peu amputé, mais quand même malgré tout finir les courses avec un bateau qui, à part le boudeur, était quand même en bon état. J'ai pas eu d'autres soucis techniques majeurs sur le bateau.
Donc voilà, c'est sûr que c'était un petit peu rageant d'avoir ce problème, surtout qu'à chaque fois j'étais plutôt bien placé, mais bon, c'est comme ça, on va essayer de faire mieux déjà sur le défi Azimut et surtout sur le Vendée Globe. Antoine, le programme était bien engagé hein, au printemps dernier avec ces deux transats en solitaire qui se sont succédés. Est-ce que quelque part c'était ce qu'il fallait pour bien préparer le Vendée Globe ou certains marins n'ont pas fait les deux ou certains disaient que c'était peut-être un petit peu trop. Est-ce que c'est selon toi la meilleure préparation du Vendée Globe ou est-ce que à l'avenir vous réfléchirez à faire peut-être un programme peut-être un peu plus allégé à 6 mois du départ du Vendée Globe? Bah, toutes les opinions sont bonnes hein, sur ce sujet. Donc, on avait fait le même programme en 2016. En Complètement, ouais. 2020, ça avait été un petit peu, cause du Covid, ça avait été allégé à uniquement la Vendée Arctique. Donc là, le programme, c'était 2 transatlantiques. La météo était au rendez-vous, parce qu'un point qui est quand même un point un petit peu complexe de ce double programme, c'est surtout la transat aller avec l'Atlantique Nord qui peut se révéler, au mois de juin, très violente. Finalement, donc Nico pourra en parler mieux que moi hein, puisqu'il l'a vécu, mais elle a été, bon, ça a été une très belle course, très engagée, mais c'est une course qui s'est très bien passée hein, pour la majorité des marins. Donc finalement, je crois que c'était une bonne préparation. Et je pense que la majorité des bateaux qui ont pu traverser au moins une fois ou voire deux, hein, aujourd'hui, ils savent où ils en sont et ils sont prêts pour faire le Vendée Globe. Mais c'est vrai que on est un sport qui dépend aussi des conditions météorologiques et la configuration finalement qu'on a eue cette année nous a fait basculer dans du positif. Si on avait eu une configuration catastrophique comme ça a pu avoir lieu quelquefois sur des transats anglaises, on n'aurait peut-être pas le même discours aujourd'hui. Donc il y avait une prise de risque, mais je pense qu'aujourd'hui la majorité des participants s'en sont bien servis pour continuer de hausser leur niveau de jeu pour la prochaine course. Nico, tu considères toi que c'était la préparation idéale, même si la tienne a forcément été perturbée par cette double avarie de bout dehors. Est-ce que tu as tiré beaucoup d'enseignements sportifs et sur ton bateau de cet aller-retour? Ah bah c'est sûr que sans ces transats-là, j'aurais pas le même niveau de préparation aujourd'hui pour le Vendée Globe. Pour revenir sur les aspects météo que disait Antoine, du coup je suis pas du tout d'accord avec Antoine. On a fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire, puisque la première transat, qui est une transat Atlantique Nord, normalement, qui se court traditionnellement au près, on a quand même fait la quasi-totalité au portant. Et la course retour qui normalement se court au portant, on a fait la quasi-totalité au près. Donc, rien ne va plus dans l'organisation des courses. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que ces courses-là, on peut, j'ai difficile, enfin c'est difficile d'avoir vraiment un avis parce que forcément que pour préparer le Vendée Globe, c'est évidemment important de naviguer, de beaucoup naviguer et pas que de tourner autour des Glénans et de Groix, hein. Il faut aller secouer un peu les bateaux, trouver des conditions un peu engagées avec notamment de la mer et puis pendant longtemps parce que des fois pendant 5 heures de nav, on se rend pas compte qu'en fait, il y a un bout de qui rague, il y a un truc qui marche pas parce que on le voit pas s'user, mais sauf que si ça dure 3 jours, là, on va finir par le voir s'user. Donc, c'est important de faire ces navigations-là. C'est encore mieux de les faire en course parce que ça permet aussi de mettre du sport et de la compétition là-dedans. Après, bah, c'est aussi engageant pour les équipes qui tirent un peu la langue parce que ça fait beaucoup de déplacements, parce que ça, c'est des budgets aussi qui augmentent, mais ça permet aussi de tirer tout le monde vers le haut. Il n'y a pas eu beaucoup d'abandon sur ces deux transatlantiques-là. Ça a permis à tout le monde d'engranger des milles. Ça permet aussi de faire vivre un championnat avec des courses de qualité, avec un plateau relevé. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, on peut pas juste dire c'est trop ou c'est pas assez. Ce serait un peu trop réducteur. C'est pas si simple que ça. On a des partenaires à satisfaire. Il y a des partenaires qui sont uniquement intéressés sur des courses françaises, donc ça les intéresse pas d'aller à New York. Il y en a d'autres qui sont un peu plus internationaux. C'est notre cas avec notamment Holcim. Bah, eux, ils étaient très contents d'aller à New York et de faire on a fait des opérations avec des invités à New York, ça s'est super bien passé. Donc voilà, globalement pour nous en tout cas, c'est très positif et moi je me réjouis d'avoir participé à ces deux transats-là qui permettent quand même de se dire, bon, le bateau, sur les 12 derniers mois, il a traversé 4 fois l'Atlantique, et à chaque fois on a été capable d'arriver
d'arriver au bout, parfois avec des petites mésaventures, mais bon, malgré tout, le bateau, il est quand même capable de traverser l'Atlantique. Au-delà de ça, il a déjà participé à un tour du monde en équipage l'année d'avant, donc ça apporte quand même un petit peu de confiance face à l'échéance du Vendée Globe qui arrive. Bien sûr. D'un point de vue confrontation sportive, avant tes avaries sur les deux transats, est-ce que tu es satisfait de ta copie? Est-ce que tu es rassuré est-ce que ça t'a permis de te rassurer? Je sais pas si tu avais besoin de l'être, mais sur ton niveau par rapport à la concurrence? Ah bah on a toujours, en tout cas moi j'ai toujours besoin d'être rassuré et effectivement oui avant que j'ai ces cases de Boudor j'étais plutôt satisfait des débuts de course que j'ai réalisés. Alors malheureusement c'était trop court et ça s'est terminé un peu, enfin terminé, ça s'est ralenti un peu trop tôt à mon goût, mais en tout cas les débuts de course oui étaient satisfaisants pour moi. Ouais. Antoine, est-ce que selon toi, après cette double transat, on pouvait tirer un peu des conclusions en termes de hiérarchie en vue du Vendée Globe? Est-ce qu'aujourd'hui, après cette transat CIC et la New York Vendée, on peut estimer que tel ou tel seront les favoris du Vendée Globe? Est-ce que ça a été un bon indicateur des forces en présence? Ah bah c'est sûr qu'une course, c'est toujours un bon indicateur des forces en présence, hein. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le top 5 des deux courses, il y a qu'un seul skipper qui a été dans le top 5 des deux courses, hein, c'est Boris Herrmann, et que sinon les quatre autres ont été différents dans les deux courses. Donc ça montre bien que bah, le jeu est extrêmement ouvert. Bah, donc il y a des skippers comme Nico aussi qui jouaient dans le top 5 et qui ont eu des avaries et qui de fait sont aussi dans ce niveau de jeu. Donc bah, c'est vrai que ces deux courses, je dirais l'enseignement, donc c'est aussi deux vainqueurs différents. Bah, je crois que ça montre que le jeu est hyper ouvert et que c'est pas un, deux ou trois favoris, c'est peut-être une dizaine ou une douzaine de bateaux qui sont assez proches finalement. Ouais. Nico, est-ce que tu peux me raconter comment, au sein de votre équipe, vous débriefez un peu ces transats? J'imagine que vous regardez forcément les datas de votre bateau, mais vous regardez aussi très de près les traces des autres bateaux, dans quelles conditions ils sont performants. Raconte-nous un peu comment ça se passe, le débrief, comment s'est passé votre été. Vous n'avez pas fait que ça, mais comment vous faites ce débrief? Bah, il y a ouais, alors le débrief, il y a le débrief, c'est incessant les débriefs chez nous, ou les briefings, parce qu'on essaye toujours de s'améliorer. Il y a tellement de sujets, tellement de domaines, que ce soit de la technique, de la fiabilité, de la performance. Donc, on essaye de tirer des conclusions bah, sur ce que j'ai remarqué en course. Alors malheureusement, bah, vu la manière dont s'est déroulées les courses, enfin, ces deux transats là, du coup sur le volet de la performance, on n'a pas énormément de data qui sont intéressantes à regarder. Ça c'est très dommage. Par contre, sur tous les autres aspects, je pense qu'on a quand même pu voir pas mal de choses, voir surtout que, à part cette histoire de boudeur, le reste a quand même très bien fonctionné. On a continué à optimiser un petit peu, et puis on a essayé de se focaliser sur les points qui nous semblaient être essentiels pour préparer le Vendée Globe et pour surtout réussir le Vendée Globe. Par exemple, l'énergie, c'est quelque chose de très important sur une épreuve comme le Vendée Globe. Donc on a essayé vraiment de mettre l'accent là-dessus, d'avoir de la redondance, d'avoir des systèmes de secours, de bien analyser la consommation du bateau, les moyens de charge, enfin voilà, tout ça, ça a été par exemple un point sur lequel on a accordé beaucoup d'importance déjà sur le chantier d'hiver il y a quelques mois, et puis encore un petit peu sur le chantier d'été. Bon voilà, je vais pas te passer en revue tous les points de notre liste des débriefings parce il y en a évidemment énormément. Ce qu'il faut, c'est essayer en même temps de faire le plus simple et le plus efficace, mais il faut pas non plus négliger les détails parce que parfois le diable peut se cacher dans les détails. Donc, faut faire aussi attention à ça. Faut pas se perdre non plus. Donc c'est pas simple, c'est tout le rôle justement de la cohésion d'une équipe, de le travail en équipe, de savoir où mettre les priorités, dans quel ordre faire tout ça et quelle importance accorder à chaque ligne de la job list, quoi. Donc c'est vrai que c'est long, ça demande de faire des réunions, des points réguliers avec tout le monde, de revalider. Nous, on essaye de s'attacher à quelque chose. Je pense que les autres équipes aussi, hein, c'est de d'éviter le Vendée Globe est suffisamment une aventure comme ça pour éviter de s'en rajouter. Donc
Donc on évite de faire des changements de dernière minute. Il nous faut, quand on change quelque chose, avant de changer quelque chose, on s'assure qu'on aura le temps de le valider en navigation et suffisamment le valider pour pouvoir partir le plus serein possible avec ce nouvel élément, par exemple. Et est-ce que vous regardez aussi beaucoup ce qui se fait, vous décryptez aussi beaucoup ce qui se fait chez vos concurrents ou vous avez finalement vous avez tellement de choses à faire que vous n'avez pas trop de temps de vous pencher un peu sur les autres? Ah bah si, on essaye évidemment de regarder ce que les concurrents font. Alors après, il y a là-dedans, j'ai envie de dire il y a deux niveaux dans ce que tu dis. On va dire il y a le niveau espionnage pur et simple, j'ai envie de dire, hein, où on peut se promener sur un, alors espionnage en restant en restant des hommes polis, courtois et en respectant avec un minimum de respect. Mais bon, tu peux toujours, tu sais, on a tous notre téléphone dans notre poche à longueur de journée. Tu sors ton téléphone, tu prends une photo quand tu te promènes sur le ponton d'un truc que tu trouves intéressant sur un bateau, un détail que tu n'avais pas remarqué avant. Tu dis tiens, ça c'est pas idiot, on pourrait peut-être faire la même chose ou s'en inspirer. Donc une petite photo qui est vite transférée sur le groupe de l'équipe avec quelques petits points d'interrogation, une petite question et une petite remarque. Et puis tu sais, ça peut aussi être juste de manière plus facile, j'ai envie de dire, de l'échange, hein. Il y a des coureurs, on se fait pas non plus tous la guerre, hein. On a beau être des concurrents, on peut aussi être amis et que moi ça m'arrive parfois de prendre mon téléphone et d'appeler un autre skipper pour lui demander tiens, t'as eu tel problème parce que nous on galère un peu avec ça, on sait pas trop comment le résoudre, comment vous faites vous à bord, et puis il m'amène tout simplement la solution parce qu'il se dit qu'il m'amène la solution sur ce point-là, mais peut-être que demain lui à son tour aura une question et qu'il n'hésitera pas à prendre son téléphone pour m'appeler moi et puis me poser la question qu'il aura envie de me poser, hein. Donc il y a aussi là, hein, tu vois, encore plus tard qu'il y a quelques jours, on était en formation météo euh, au centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Il y a 15 jours, on était en stage d'entraînement sur l'eau. Donc là, on a aussi des briefings, des débriefings et des moments d'échange et de partage entre skippers. Bon, on n'en est pas encore aux plongeurs de la Coupe de l'América qui vont regarder les carènes sous l'eau, quoi. Non, pas Antoine, encore. Ils ont plus trop besoin sur la Coupe d'Amérique d'aller voir sous l'eau, hein. ils ont plus trop, ouais, Zoki, ouais, exactement. Des bonnes images au-dessus de l'eau, on voit tout. Antoine, on connaît donc depuis le 1er juillet les 40 inscrits pour ce Vendée Globe 2024. D'une manière générale, tu peux nous présenter un peu quelles sont les occupations de tous ces teams dans les 2 mois d'été, juillet, août et septembre après. C'est quoi? On est vraiment dans la finition de la préparation ou est-ce que à ce stade de la préparation, après on demandera à Nico ce qu'il a fait exactement sur son bateau, il peut y avoir encore des évolutions majeures? Alors bah bon, enfin les occupations de ces équipes, bah déjà ça dépend beaucoup de la position dans l'équipe, hein. Je crois qu'il y a un certain nombre de skippers qui sont un petit peu reposés au mois d'août, justement pour avoir les compteurs chargés à fond pour la rentrée des classes. Et par contre, bah effectivement, les équipes techniques, il y a différentes stratégies d'équipe, hein. Enfin, déjà il y a un débriefing technique, ben c'est un petit peu tout ce que Nico nous a décrit des deux transatlantiques, hein, c'est-à-dire de savoir par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés technologiquement parlant, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et après, il y a d'autres équipes qui avaient en plus des objectifs de développement, donc c'est-à-dire éventuellement certains qui devaient recevoir éventuellement des nouveaux foils, d'autres qui vont avoir des nouvelles voiles et certains choix qui doivent être faits finalement. Donc le travail technique des équipes, ça a été effectivement d'une part de digérer cette première partie de saison et puis d'autre part de finaliser le package technologique à proposer pour la course. Et puis après, on arrive au début du mois de septembre, donc la mise à l'eau avec ce défi azimut. Et donc là, on est dans la phase donc de validation de ce package technologique qui est mis en place par le skipper. Et puis on attaque la dernière phase qui est de préparer le bateau à partir autour du monde pendant 80 à 100 jours et avoir un skipper qui va vivre pendant tout ce temps-là en autonomie à bord. Donc là, c'est encore une phase différente de préparation et donc il prend plusieurs semaines donc pour les équipes. Et donc justement, le défi azimut, lui, il est positionné de façon assez judicieuse parce que normalement, il va permettre de valider effectivement le package technologique et de s'inscrire dans cette phase finale qui est la préparation du bateau à faire le tour.
Nico, Antoine a bien résumé cette préparation finale. Raconte-nous maintenant un peu dans le détail ce qui a été fait du côté de Helsim PRP. Je crois que de nouveaux foils sont arrivés. Raconte-nous un petit peu ce qui a été fait dans le détail et pourquoi ces nouveaux foils. Alors, effectivement, on a des nouveaux foils depuis qu'on a remis le bateau à l'eau, là, il y a 3 semaines maintenant. La raison principale de cette paire de foils, c'était en fait d'avoir du spare. Parce que si, en fait, un foil, c'est très très long à fabriquer, hein, c'est quasiment 6 mois de boulot. Alors, on arrive à compresser un peu le temps, hein. Je sais que Paul Meillat, ils ont réussi à, je pense, à soulever quelques montagnes pour réussir à avoir des paires de foils. Mais bon, parce que Paul a abîmé un foil sur la Transat Alley au mois de mai pour aller à New York. Et aujourd'hui, il est en train seulement maintenant, je crois, de récupérer sa nouvelle paire de foils. Donc c'est quand même très très tendu pour remettre le bateau à l'eau derrière et la préparation finale du Vendée Globe. Donc en fait, nous, il y a quasiment un an, on avait fait le choix de lancer la construction d'une deuxième paire de foils pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Et, et puis bah, l'autre motivation, c'était aussi d'améliorer les foils que l'on avait, qui étaient déjà très bons, mais on se disait qu'il y avait encore moyen de grappiller un petit peu et d'améliorer un petit peu leur fonctionnement. Donc on verra déjà peut-être dès mercredi sur le défi Azimut si c'est le cas. Là voilà, pour le moment les premières navigations sont encourageantes là-dessus, donc on est plutôt satisfait. Donc ça, c'est vrai que c'était un point important parce que ça mobilise quand même une partie de l'équipe pour la finition des foils. Il faut faire fabriquer des nouvelles cales, il faut mettre les cales en place. C'est toujours un petit moment stressant parce que tu as toujours peur que le foil, s'il y a le moindre petit raté, ne rentre pas dans ses cales ou il y a trop de jeu. Enfin voilà, donc c'est toujours c'est du travail de précision. Donc ça prend aussi du temps. Mais bon, pour nous sur ce côté-là, tout s'est très bien passé. On a aussi, on a refait donc un boudeur neuf pour espérer ne plus vivre les mésaventures du printemps. Donc c'est pareil, c'est du travail composite. Il a fallu démonter proprement l'ancien boudeur, greffer un nouveau boudeur. Après, il y a du boulot de peinture, faut remonter le balcon avant, les galettes, tous ces trucs-là. Donc là, il y a pas mal de boulot aussi. Des nouvelles voiles pour le Vendée Globe. On a refait une passe sur toute la partie énergie, électricité, électronique aussi du bateau. Des petites améliorations en termes d'ergonomie, de zone de vie, de fonctionnement dans le cockpit. Voilà. Et puis en fait, un autre point très important, c'est que la quasi-totalité du bateau a été entièrement démontée pour être vérifiée. Des pièces ont été changées ou au moins juste vérifiées ou un petit peu améliorées s'il y avait besoin avant d'être remontées. Donc ça, c'était quand même, c'était peut-être en fait, j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'était peut-être que la plus grosse partie du chantier d'été, ça a été quand même de mettre le bateau quasiment à poil pour tout vérifier avant de tout remonter. Donc c'était rien que ça prend déjà beaucoup beaucoup de temps. Pour vos nouveaux foils, vous avez gardé le même design, le même designer. Ça a été, quel choix vous avez fait? Et au niveau du design, ils sont très différents. Et qu'est-ce qui t'apporte en plus par rapport au précédent? Alors oui, tout à fait. Ce sont les mêmes. Enfin, c'est Guillaume Verdier. C'est l'équipe de Guillaume Verdier qui a dessiné ces nouveaux foils. On voulait garder cette continuité puisqu'on était content du package initial entre le dessin de la coque et les foils qu'on avait précédemment. On souhaitait pas de rupture radicale. On souhaitait plus une continuité euh, par rapport à ce qu'on avait déjà. Donc, ce qui nous apporte, c'est un petit peu plus de, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle de l'autorégulation dans le fonctionnement du foil, notamment par rapport aux variations de vitesse et puis aussi au mouvement du bateau dans la mer. Euh, et puis une petite amélioration de la qualité du vol du bateau sur les allures rapides, donc notamment au portant, au rating plutôt abattu. D'accord. Ça s'est vérifié sur l'eau là depuis que tu navigues avec ces nouveaux foils. T'as vraiment l'impression d'avoir franchi un petit gap en termes de performance sur ce que tu attendais? Écoute, on pense que oui. Alors moi, je suis plutôt d'une nature assez réservée sur ces points-là. J'ai pas envie de me réjouir trop vite pour derrière avoir une déconvenue. Je préfère y aller
pas à pas, mais globalement, oui, c'est plutôt satisfaisant. Après, le bateau va pas non plus 4 nœuds plus vite, hein, faut pas rêver, mais on pense que dans des petites, dans des petites plages, le bateau a globalement tendance soit à aller plus vite ou au moins à mieux se comporter. Donc, globalement, c'est plutôt positif. Et puis surtout, on constate pas de perte à côté, quoi. D'accord. Parce que des fois, quand tu gagnes d'un côté, c'est que tu perds de l'autre. Nous, on voulait surtout capitaliser sur un point qui était la polyvalence du bateau. Parce que je pense que Holcim, c'est un point qui le caractérise, à mon avis. Hein. Peut-être qu'Antoine, qui a un regard aussi très pointu là-dessus, pour avoir un avis différent. Mais je pense que Holcim est un bateau plutôt polyvalent. Et on souhaitait garder ça. Donc voilà, on voulait juste une continuité dans ce qu'on avait, une petite amélioration. J'aimerais dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais on voulait surtout pas perdre nulle part, quoi. Tu vois, donc ça, je pense que c'est plutôt réussi. Eh ben, on va poser la question à Antoine. Antoine, quel est ton regard de technicien? Parce que tu Il l'es peut quand pas te même répondre, aussi. il a pas encore vu le bateau naviguer avec les nouveaux foils. Non, je l'ai pas essayé. J'attends que tu m'invites. Voilà, l'invitation peut être lancée en direct. Antoine, quel est un peu ton regard sur un peu il y a beaucoup d'équipes, notamment les top teams qui ont fait les nouvelles paires de foils. Est-ce que tu vois beaucoup de différences? Est-ce que tu as l'impression que tout le monde converge? Est-ce que justement tout le monde essaie d'aller vers peut-être un peu plus de polyvalence? Quel est ton regard? Euh, Quel est mon regard? Bah, bon, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine convergence par rapport à il y a 4 ans, hein, où on avait quand même des concepts de foil qui étaient assez différents. Là, aujourd'hui, on a des concepts de foil qui se ressemblent, même si ils sont quand même relativement différents, mais il faut commencer à avoir un œil un petit peu plus averti. Mais le modèle, entre guillemets, d'utilisation des foils converge. Après, bah, c'est sûr que bah, les objectifs dont parle Nico, hein, c'est ce qui est recherché par les skippers. Donc bah, c'est plus de polyvalence. C'est aussi le fait ils vont naviguer en solitaire. Donc il faut que le bateau bah, sous pilote soit tolérant et que le bateau bah, puisse naviguer vite et décrocher le moins souvent possible, puisque c'est quand même un gros frein à la vitesse, tout en gardant des vitesses maximum raisonnablement élevées. Donc effectivement, c'est un jeu entre bah, d'un côté avoir des foils qui entre guillemets traînent le moins possible, et puis d'un autre côté qui vont être le plus tolérant possible pour justement ne pas décrocher et que le bateau s'arrête pas. Le tout pour faire du près, du portant, donc avec différents équilibres hein, qui sont, même si c'est compensé par la façon dont les skippers peuvent soit régler leur voile, soit déplacer les différents poids du bateau, mais il faut quand même une tolérance bah, pour pouvoir naviguer à différentes allures, et puis avec aussi bah, une tolérance à la gîte, puisque par définition, quand on est tout seul sur le bateau, c'est difficile de régler la voile en permanence. Donc c'est un compromis entre la polyvalence, la traînée et la tolérance. Et donc bah, effectivement, bah, l'expérience des différents bateaux, les différentes courses qui ont été faites, toutes les datas qui sont récupérées, bah, ça fait que les designers comprennent de mieux en mieux les solutions qui fonctionnent bien. Et puis bah, les versions des foils se succèdent, et puis on arrive effectivement à avoir des bateaux qui, en vitesse moyenne, entre 2020 et 2024, il y a un bon, je dirais un bon 10-15% hein, de gains, et entre 2023 et 2024, on doit être à 2-3% facile, je pense. Ouais, ouais. Avec toutes ces V2 de foil, ça fait toutes les V1 qui sont quelque part au garage. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation justement de fabrication de foil qui finalement ne sert plus derrière, quoi? Est-ce que la classe IMOCA, quel regard a le président de la classe IMOCA là-dessus? Est-ce qu'il faut pas peut-être réguler un peu plus? Quelle est ton analyse? Déjà, la règle, c'est qu'entre le Vendée Globe 2020 et le Vendée Globe 2024, il y avait la possibilité uniquement de 2 designs pour chaque bateau. Donc personne n'en a fait plus que 2, hein. Donc c'est déjà une limitation. Bon après effectivement, bah, ces foils, c'est des pièces qui sont conséquentes, hein, qui sont chères, qui sont difficiles à fabriquer. Alors on en a quelques-unes qui ont cassé, hein, puisque bah, il y a eu notamment quelques chocs ou quelques mauvaises rencontres.
Mais et puis il y a aussi un marché de l'occasion, c'est-à-dire que les V1 ou les V2 ou les peuvent s'échanger aussi entre les différents bateaux. Ce qui est intéressant, c'est que comme les concepts aussi commencent un petit peu à converger, c'est plus facile aujourd'hui de mettre une paire de foils d'un bateau vers l'autre, même s'il y a beaucoup de détails qui peuvent poser problème. Donc, effectivement, d'un côté, on en construit. Enfin, il y a une recherche de performance, mais d'un autre côté, c'est quand même des pièces qui sont amenées éventuellement à continuer leur vie pour diverses raisons. Après, il y a aussi des équipes qui vont décider qui utilisent les deux paires de foils, hein, donc il y a des équipes, par exemple, qui ont fait une V2, qui avaient décidé de faire des transatlantiques avec la V1 parce qu'ils étaient très contents de leur V2 et ils préféraient éventuellement avoir une paire de foils V1 qui pouvait taper quelque chose, hein, puisque pareil, l'arrivée à New York et l'Atlantique Nord, c'était un des risques de cette course, c'était aussi c'est un endroit où il y a beaucoup de beaucoup de poissons. Donc, c'est aussi les stratégies des équipes. Ouais. Nico, toi, il y aura pas de retour en arrière. C'est vraiment la V2 avec laquelle tu vas partir sur le Vendée. Oui, aujourd'hui, l'objectif, c'est de partir avec la V2, mais ceci dit, j'aurais pas de scrupule, j'aurais pas de souci de partir avec la V1 s'il arrive quoi que ce soit, parce que c'était déjà des très bons foils. Et si je peux me permettre d'apporter un complément de mon point de vue par rapport à ce que disait Antoine, effectivement, aujourd'hui, les concepts de foil ont tendance à s'homogénéiser un petit peu au sein de la flotte et que nous, ça a été une part de notre réflexion avant de décider de lancer cette deuxième paire de foils, de savoir quel bateau dans la flotte avait des foils proches des nôtres, avec des systèmes proches des nôtres, des implantations, des puits de foils, etc., avec lesquels on aurait pu éventuellement mutualiser une deuxième paire de foils. C'est-à-dire que soit c'était un autre bateau qui avait déjà une paire de foils de rechange, et à ce moment-là, on aurait pu trouver un deal avec eux pour partager cette paire de foils de rechange. Soit c'était de trouver un bateau qui n'avait pas de paire de foils de rechange, mais de lui dire, nous, on va en construire, donc est-ce que ça t'intéresse de mutualiser? Et puis, en fait, on était pris essentiellement par le temps parce qu'il fallait qu'on donne des réponses aux fabricants pour qu'ils puissent lancer la paire de foils et qu'on l'ait à temps. Donc on s'est posé les questions, mais on n'a pas été au bout de la démarche parce qu'à un moment donné, nous, il fallait qu'on avance de notre côté pour pas qu'on se retrouve dos au mur sans paire de foil et puis sans avoir trouvé un copain pour partager la sienne avec nous. Donc on est parti comme ça, mais c'est des choses qui s'envisagent aujourd'hui et je pense qu'ils vont sans doute s'envisager encore plus à l'avenir. C'est une bonne idée pour plus tard, effectivement. Nico, un petit mot, il y a eu un petit changement dans l'équipe cet été. Vous avez annoncé l'arrivée de Sébastien Coll comme team manager du team All Team PRB. Raconte-nous pourquoi comment ça se passe avec Sébastien. Je peux pas dire du mal de lui, dans la pièce juste à côté, sinon il va Ah m'enfermer bon. dans le bureau, il va me séquestrer toute la nuit. Non, écoute, ouais, Seb il est arrivé, je sais plus, fin juin, je pense, mi-juin ou fin juin parmi nous. Écoute, le choix de Sébastien, on avait déjà le nom de Sébastien en tête. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi qui ai pris la décision, hein. Sébastien, il a été nommé directeur de notre équipe par Holcim et PRB, par les partenaires. Et en fait, Sébastien avait déjà collaboré avec l'équipe à la fin de l'Ocean Race, au printemps, donc il y a un an, un peu plus d'un an, en mai-juin 2023, sur la fin de la course. Il avait toujours gardé un petit peu contact avec l'équipe, avec les partenaires, et puis voilà, moi Sébastien, je le connais depuis pas mal d'années parce que il habite à Port-la-Forêt, moi aussi, donc on se croise depuis nombreuses années. On a régaté aussi l'un contre l'autre à l'époque du Tour de France à la voile, en phare 30 ou en M34. Je crois qu'on n'était jamais sur le même bateau, mais on s'est retrouvés souvent concurrents. Et moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et voilà, écoute, Sébastien, c'est quelqu'un qui vient du haut niveau par le match race, la Coupe América notamment. Donc il nous apporte beaucoup de rigueur. Il a quand même beaucoup de, j'ai envie de dire, une très bonne compréhension en même temps
de l'équipe, puisque Sébastien, il a pas mal collaboré ces dernières années avec des équipes IMOCA, des équipes Ultimes. Il a d'ailleurs gagné une Transat Jacques Vabre en 2015 avec un certain Vincent Rioux sous les couleurs de PRB. Tout Euh, à fait, ouais. donc il avait participé avant ça, il avait fait une Jacques Vabre aussi avec François Gabert, avec Quito de Pavan aussi. Donc voilà, donc il a quand même pas mal d'expérience en IMOCA. Il a aussi une très bonne, donc en plus de son approche du haut niveau, comme je disais, par le match rest, la Coupe América, parce qu'il en a fait aussi beaucoup. Aujourd'hui, il navigue toujours sur des TF35 par exemple en Suisse, donc qui sont des bateaux. Alors pas des bateaux pour faire le Vendée Globe évidemment, mais malgré tout, ça reste quand même la pointe de la technologie dans tout ce qui est foil, la haute vitesse, les systèmes un petit peu complexes et ces choses-là. Donc ça reste euh, finalement, on peut trouver beaucoup de similitudes ou des problématiques, pas comment résoudre certains problèmes. Donc ça, c'est intéressant. Il nous apporte un peu cette richesse-là et un peu ce regard différent par rapport à nous qui sommes, on va dire, des spécialistes de la course au large. Lui, il a un petit peu cette vue plus globale, j'ai envie de dire. Antoine, un petit aparté juste technique sur la jauge IMOCA. Je crois que vous avez déjà voté les grandes lignes de la jauge de 2028. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et est-ce que finalement elle va beaucoup évoluer ou au contraire peu évoluer par rapport à cette génération de 2024? Alors effectivement, on a publié la version 0 des règles de jauge 2028 début juillet ou mi-juillet. Euh, donc, euh, bah, en gros, ça évolue un peu. C'est surtout qu'il va y avoir un nouveau mât, un mât avec des coefficients de sécurité plus importants, hein, puisque on voit que l'utilisation des bateaux progresse beaucoup et que les mâts deviennent, en tout cas, enfin, les coefficients de sécurité deviennent très très limites. Donc, du coup, on aura un nouveau mât pour le Vendée Globe 2028. Et après, l'autre point qui est le point, qui est un point un peu clé, mais qui est assez technique, c'est que on a, en fait, depuis, sur le cycle 2020 à 2024, on avait mesuré l'ACV des bateaux, c'est-à-dire qu'on avait mesuré l'impact carbone de la construction de 13 bateaux neufs qui ont été construits dans cette période-là. Et de cette étude, en fait, on en a ressorti un certain nombre d'éléments qui nous permettent de façon juste d'être capable de qualifier finalement l'impact carbone à la construction d'un bateau. Et on en a sorti aussi le fait que, en analysant donc ces 13 constructions et puis une centaine de pièces composites qui ont été fabriquées dans cette période, on se rend compte qu'en réalité, il y a des différences. Il y a des différences en fonction de la façon dont c'est construit, en fonction des endroits où c'est construit, en fonction des designs aussi qui sont faits. Et donc, du coup, pour la suite, eh ben, on va challenger les équipes qui vont décider de construire des bateaux et donc, on sera plus uniquement dans la mesure, on est aussi dans l'objectif. Donc, on a défini la valeur moyenne de l'impact carbone, donc de la construction de ces 13 bateaux. Et l'objectif pour les bateaux qui vont venir, c'est qu'on arrive à descendre de 15% cette valeur-là pour les bateaux à venir. Donc, du coup, on a mis en place un logiciel, une espèce de calculette géante qui permet de quantifier et de qualifier les différentes options qui sont en train d'être choisies en ce moment par certains designers et pour que justement les teams et les designers fassent des choix qui de fait pourraient impacter sur la performance des bateaux, mais qui devront tenir pour que à la construction, un IMOCA version 2028 soit au minimum 15% moins impactant qu'un IMOCA version 2024. Ça, c'est un des points sur lesquels on a le plus travaillé et qui est un des points majeurs de l'évolution. Excuse-moi de te couper, Antoine. Elle est de combien cette valeur? Oh, c'est une valeur relative, donc elle n'a pas D'accord. vraiment d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le moins 15%, puisque finalement, c'est un éco-score qu'on donne. Et en fait, la valeur, elle dépend vraiment de la façon de mesurer. Donc c'est plutôt le relatif qui est important plutôt que la valeur en elle-même. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que dans l'équation de performance, hein, dans la compétition technologique, on rentre ce paramètre qui est le paramètre donc d'impact carbone, qui de fait va avoir une conséquence et ne sera pas neutre dans les choix et dans la compétition technologique à venir pour les 4 prochaines années. Donc je crois que pour un sport mécanique, c'est quelque chose qui est assez novateur, qui n'a pas forcément été très facile à mettre en place,
mais je pense qu'on tient vraiment un point qui doit nous permettre de vraiment progresser. Et pour le nouveau mât, c'est un nouveau mât qui devra équiper tous les nouveaux bateaux ou les anciens vont être, changés? Alors, donc tous les bateaux qui vont être construits à partir de maintenant devront s'équiper de ce mât, donc version 2. Et puis donc les bateaux actuels auront le choix soit de garder leur mât actuel ou pourront éventuellement changer de mât pour upgrader vers la version 2. Nico, quel va être le choix chez Holcim PRB? Je sais pas s'il est déjà fait. Écoute, non, c'est des questions qu'on se pose pas encore. Je pense qu'on a déjà une montagne à gravir là, avec un départ dans quelques semaines et je t'avouerai que pour le moment, je ne pense pas beaucoup à 2028. J'ai pas envie de griller les étapes et on va rester concentré sur 2024 déjà. On verra la suite après. Revenons aux objectifs immédiats et à ce défi azimut Lorient Agglomération. Tu en attends quoi, Nico? Antoine présentait un petit peu ça comme la rentrée dans la classe et aussi la validation un peu de tout ce qui a été fait l'été. Quelles sont toi tes attentes à la fois techniques et sportives? Ouais, bah comme je te disais, effectivement, non, c'est vrai que le défi Azimut, comme on le disait tout à l'heure au début de l'émission, c'est en même temps une épreuve simple, etc. Mais quelque part, elle est pas anodine cette épreuve. Donc nous, on a à cœur de bien figurer sur cette épreuve-là, parce que j'ai pas le plateau exact en tête, mais bon, il y a un petit peu plus de la moitié des concurrents du Vendée Globe, dont les principaux favoris. Donc voilà, on a envie, et moi j'ai à cœur qu'on fasse bien sur cette épreuve-là. Antoine, on parlait tout à l'heure de hiérarchie après les deux transats du printemps dernier. Aujourd'hui, question piège, où tu placerais Nico dans la hiérarchie des potentiels, des prétendants au prochain Vendée Globe? Dans le top 5, Ouais. c'est pas une question piège, hein. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh bah, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est parce que je pense qu'il a un très bon bateau. Je pense que sportivement parlant, bah, quand on regarde l'ensemble de son palmarès et de son travail, je pense qu'il est prêt pour faire ce défi qu'est le Vendée Globe. Et en particulier avec le fait d'avoir fait Ocean Race il y a 2 ans, bah, c'est le même parcours. En tout cas, c'est un parcours qui est assez proche, avec un jeu un petit peu différent, mais il fait partie des rares skippers qui finalement ont été dans le sud avec ces bateaux foilers semi-volants. Voilà. Et puis je pense qu'il il y a l'envie, la passion et que le Vendée Globe, ça sourit souvent à la première participation. Nico, tu te retrouves dans ce que vient de dire Antoine? Je vais pas contredire Antoine, c'est le président de notre classe, ça m'ennuierait de me le mettre à dos. Écoute, non, bah merci Antoine, c'est plutôt flatteur. Ouais, je pense que oui, il y a certainement des concurrents qui sont mieux armés que moi parce que ils ont plusieurs Vendée Globe derrière eux, parce qu'ils ont démarré la campagne pour ce Vendée Globe-là avant moi. Maintenant, effectivement, moi j'ai la chance déjà d'avoir été alors pas sur ce bateau-là, mais c'était sur Malaysia, mais participé à l'Ocean Race. Voilà, écoute, en tout cas, moi je suis content d'aller faire ce Vendée Globe-là sur ce bateau-là. Donc c'est vrai que c'est mon objectif, j'y pense jour et nuit depuis un an maintenant. Donc là, ça approche à grands pas, on est dans la dernière ligne droite de la préparation et écoute, voilà, on verra bien comment ça va se passer sur l'eau. Tout à l'heure, Antoine disait que les marins mettaient souvent à profit l'été pour recharger les batteries. Ça a été ton cas? Est-ce que tu as réussi un peu à couper du projet ou finalement c'est difficile quand on prépare son premier globe, premier Vendée Globe ou même le deuxième ou même le troisième, mais de couper vraiment avec ça alors que c'est quand même un objectif particulièrement important. Alors moi, je souhaitais pas me couper complètement du projet cet été. Donc en fait, j'ai quand même pris quelques petites vacances, mais en restant dans le coin, parce que j'ai la chance d'habiter à Port-la-Forêt et Holcim PRB est hébergé, j'ai envie de dire presque en bas de la maison. Donc j'ai quand même profité un petit peu de la famille, des enfants, d'aller faire des petits tours sur notre bateau pour changer, mais de jamais être trop loin pour pouvoir passer dire bonjour à l'équipe technique, faire une petite réunion, un petit point pour passer voir un détail. Voilà, j'avais pas envie de les abandonner ou alors je voulais plutôt continuer à les embêter un petit peu.
Et je pense que j'aurais sans doute besoin de couper et de souffler après le Vendée Globe, mais j'avais peur en fait de le faire avant parce que voilà, je voulais rien négliger dans la préparation, donc je préférais rester dans le coin. Antoine disait tout à l'heure que les bisous réussissaient souvent sur leur premier Vendée Globe. Est-ce que toi, tu l'abordes dans quel état d'esprit? Est-ce que c'est quand même pas rien de faire 80 jours ou on espère pour vous moins en solitaire? Tu l'abordes sereinement? Tu te sens bien prêt quand tu te projettes un peu, il y aura quand même une grosse boule au ventre? Ah bah faut pas se mentir, je peux pas utiliser le terme sérénité, hein, je pense que de base, l'être humain de 2024 n'est pas fait pour passer 80 jours tout seul, loin de tout. Donc, tu peux pas dire que, enfin, en tout cas, moi, je dis pas que je pars faire le Vendée Globe comme si j'allais partir faire le tour des Glénans. Donc, évidemment il y a plein de questions, il y a de l'appréhension. Maintenant, ça reste à un niveau tout à fait acceptable, hein, ça m'empêche pas de. En fait, j'y pense sans non plus me mettre à broyer du noir, hein. Je suis content de partir faire ce Vendée Globe-là. Je pense que ça va être une aventure superbe. J'ai vraiment hâte de la vivre. Maintenant, bah, c'est sûr il y a quelques petits points qui vont pas être faciles à gérer, hein. La séparation avec la famille, avec les enfants. Voilà, moi, je crains pas la solitude. Ça me fait pas peur de la perspective de passer autant de temps seul en mer, ça me fait pas peur. Peut-être que c'est à tort et peut-être que je me rends compte que c'est un problème, mais en tout cas pour le moment c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais mais voilà, c'est sûr que c'est quand même pas anodin de comme ça partir faire le tour du monde tout seul, hein. Donc je pense que j'espère en être bien conscient. Donc il y a forcément un petit peu d'appréhension à ça, mais c'est aussi ce qui permet de cogiter un peu et d'essayer de penser à tout, de ne rien oublier, quoi. Finissons par parler d'avenir. Tout à l'heure, Nico, tu disais que tu te projetais pas sur 2028. J'imagine que quand même tu penses à la suite. Est-ce que le projet Holcim PRB est basé sur des doubles skippers? Toi pour ce Vendée Globe, après Rosalie, la néerlandaise Rosaline Kuiper qui va aussi être skipper du bateau. Est-ce que ça veut dire que vous allez continuer? Dis-nous un peu quel rôle aujourd'hui elle a au sein de l'équipe. Et est-ce que tu vas continuer à naviguer avec elle l'année prochaine? Est-ce que tu sais déjà s'il y a une suite avec toi sur ce projet Holcim PRB? Alors, le rôle de Rosaline aujourd'hui, ça va être là pendant le Vendée Globe, ça va notamment être de la relation avec les partenaires pour leur faire vivre la course au mieux, j'ai envie de dire, et de leur faire partager cette belle aventure. Et par contre, non, pour la suite, effectivement, en 2025, c'est Rosaline qui va skipper le bateau sur le Tour de l'Europe. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas de. On va dire que la question se pose, mais qu'on n'a pas de réponse. Mais l'absence de réponse vient de moi parce qu'aujourd'hui, je souhaite me concentrer pleinement sur le Vendée Globe et ne pas avoir déjà d'autres projets en tête ou des choses comme ça. Et donc, je suis vraiment concentré à 100% sur le Vendée Globe qui arrive et pour le moment, j'ai pas d'engagement pour l'année prochaine et je souhaite pas en fait à court terme là commencer à tergiverser avec ça. Antoine, à propos d'avenir, justement, il y aura The Ocean Race Europe, pardon, l'année prochaine. Comment se présente cette course? Est-ce que vous attendez beaucoup de bateaux? Et à plus long terme, on a The Ocean Race en 2027 qui a l'air d'intéresser pas mal de teams. Comment se présentent un peu ces deux grandes courses et l'avenir du circuit IMOCA? Bah, je crois que ça se présente plutôt bien, hein, parce que bah, le circuit, bah, on a pu voir qu'il y a il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de courses, il y a des courses diverses et variées. Donc effectivement, il y a cette nouveauté qui est la partie un petit peu plus équipage, un peu plus internationale historiquement, hein, autour d'Ocean Race, donc qui va se développer avec Ocean Race Europe et puis Ocean Race Atlantique. Donc là-dessus, on a aussi des équipes qui sont plus focalisées sur l'équipage, qui vont aussi arriver dans les prochains mois. Donc bah, ça continue d'apporter de la richesse à cette classe, hein, où finalement bah, on cherche à attirer bah, les meilleurs skippers, les meilleurs équipiers, qu'ils soient français ou étrangers, et de proposer bah, justement un maximum de courses différentes bah, où chacun peut trouver finalement chaussure à son pied pour raconter ou vivre les aventures bah, qui correspondent à leurs attentes, quoi. Donc effectivement, Ocean Race Europe, ça va être une belle étape, ça va être une très très belle course.
Et puis mais bon, je pense que on a encore quelques mois pour préparer tout ça. Ouais, tu parlais de The Ocean Race Atlantique, qui est une transat en équipage en 2026 entre New York et Barcelone, et qui précédera donc l'édition prochaine de The Ocean Race tout court. Sur The Ocean Race tout court, est-ce que la course est en train de bien se construire et bon, c'est peut-être un peu tôt pour te le demander maintenant, mais est-ce que vous attendez environ combien d'équipes dans 3 ans? Bah, c'est un peu tôt, hein, mais en tout cas, la course, elle se construit bien. C'est plus facile que 4 ans en arrière, hein, puisqu'il y a 4 ans en arrière, on était en plein Covid avec toutes les incertitudes qu'elle est avec, et donc la course Ocean Race, ça paraissait bien loin à l'époque. Et donc c'est vrai que le fait qu'il y a 2 ans, ça a été une belle histoire qui s'est bien passée, et surtout les marins et la majorité des gens qui ont vécu cette course, ils ont passé des super moments, ils ont vraiment apprécié ce format. Et donc ça, c'est quand même ça le plus important quand on construit un événement, c'est que les protagonistes ou les gens qui le vivent, ils en gardent un souvenir génial et ils ont envie de revenir. Et donc là, donc c'est le cas. Et donc du coup, effectivement, construire une course sur ces bases-là, c'est beaucoup plus simple. Donc après, sur le nombre de bateaux, on verra. Hein, c'est peut-être 8, 10, 12 bateaux, ça serait pas mal, parce que ça reste quand même des projets qui sont assez lourds à porter. Mais après, au-delà du nombre, c'est aussi d'arriver à trouver une flotte qui soit de qualité, et puis hétérogène aussi, avec différents profils pour justement être capable de toucher un maximum de territoires et un maximum de marchés différents, quoi. Donc ça se construit bien. Eh bien, parfait, ça sera le mot de la fin. D'ici là, il y a un Vendée Globe au départ le 10 novembre des Sables d'Olonne et surtout le défi Azimut Lorient Agglomération, départ de la course des 48 heures jeudi, à laquelle participera donc Nicolas Lunven. On va le laisser préparer cette course si Sébastien Coll ne le séquestre pas. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 180e épisode de Pause Report. Bonne journée à toutes et à tous. Merci à toi, salut Axel, Merci beaucoup, au revoir. et salut Antoine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!